17h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Le Sénégal enregistre son premier cas de fièvre Ebola. C'est le ministre de la Santé qui l'annonce. Le patient est un Guinéen âgé d'une vingtaine d'années. Le biologiste et virologue Diallo Diop demande aux populations de ne pas céder à la panique. Les populations des parcelles assainies, Pikine, HLM, Grand Yoff et Point E, fortement indisposées par les odeurs des égouts qui polluent l'atmosphère. Elles souhaitent être débarrassées de ces eaux puantes le plus rapidement possible. Le dossier culture du vendredi porte sur le théâtre national Daniel Sorano. Ce premier bijou culturel du Sénégal fait aujourd'hui les frais du succès du grand théâtre. Et puis basketball, les Lions du Sénégal confiants à 24 heures de leur match inaugural face à la Grèce. Boubacar Kambeldian a assisté à leur séance d'entraînement de ce matin. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, Gertidiane. Pour démarrer ce journal, le Sénégal qui enregistre son premier cas de virus Ebola. Une information confirmée ce matin par le ministre de la Santé, Eva-Marie Creutzec. Il s'agit d'un Guinéen de 21 ans recherché par les autorités guinéennes et qui a réussi à traverser la frontière. Le ministre de la Santé assure que le malade est bien pris en charge et que le dispositif de surveillance est renforcé afin d'éviter la propagation du virus. Aïssatou Païfal, Younous Diatta. Le virus Ebola à Dakar. Il s'agit d'un jeune étudiant guinéen de 21 ans atteint. Le ministre de la Santé confirme. D'ailleurs, il a été mis en quarantaine et pris en charge à l'hôpital de Fann. Il s'agit d'un jeune Guinéen, étudiant dans une université à Conakry, qui s'est présenté en consultation le mardi 26 août à l'hôpital précité. La personne a été aussitôt mise en quarantaine et bénéficie d'une prise en charge appropriée. Il a aussi été procédé à des prélèvements afin d'analyse pour la détection du virus Ebola. Les résultats des tests effectués à l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état de santé du patient est satisfaisant. Après la confirmation du premier cas d'Ebola, toutes les mesures sont mises en place afin d'éviter la propagation de la maladie. Le dispositif de surveillance et de riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola, déjà mis en place, a été renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la dissémination de la maladie à partir de ce cas importé. Eva Marico l'appelle au respect de l'hygiène calme après ce cas qualifié d'importé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble des populations à la sérénité et surtout au respect strict des mesures d'hygiène qui sont recommandées depuis le début de notre riposte à l'épidémie Ebola. Il n'existe pas encore de vaccin pour le virus Ebola. Toutefois, le dispositif de surveillance et de riposte est renforcé pour mettre la population à l'abri de la fièvre hémorragique. Et puis, pas de panique, le professeur Diallo Diop, biologiste et virologue, appelle au calme. Le patient, dit-il, est pris en charge par des services spécialisés. Le professeur Diallo Diop annonce cependant une double mesure de prévention afin de se prémunir du virus. Il propose par ailleurs de remonter l'itinéraire du malade guinéen pour voir s'il y a lieu de diagnostiquer des personnes avec qui il aurait été en contact. Je vous propose d'écouter le professeur, il est au micro de Lamine Diédiou. C'est officiel, le virus Ebola est présent au Sénégal. Pas de panique cependant à ce stade, selon le professeur Diallo Diop. Toute panique est injustifiée. D'abord parce que c'est un cas unique, même s'il est confirmé. Secondo, parce que c'est un cas d'importation, semble-t-il. Selon les nouvelles non encore recoupées, il semble que c'est un patient diagnostiqué dans son pays d'origine et mis en quarantaine, qui s'est évadé pour se réfugier au Sénégal. Troisièmement, et c'est la raison principale pour laquelle il faut garder son calme et son sang-froid, parce que ce virus qui suscite tant de réactions de peur, panique, est un virus extrêmement fragile. Et comme le meilleur remède, c'est la prévention, le biologiste en cite 2 pour échapper au virus. La prévention doit être générale, globale et systématique, mais
elle concerne principalement les cas confirmés. La prévention vis-à-vis des cas confirmés n'empêche pas la prévention plus générale, qui est celle finalement de nos systèmes de santé publique. Toutefois, pour plus d'efficacité, le médecin virologue souligne la nécessité de retracer le parcours du patient. Ce cas dit d'importation doit faire l'objet d'une enquête épidémiologique pour remonter tous ses contacts sur son itinéraire entre la Guinée, je ne sais pas de quelle ville de Guinée il vient, est-ce qu'il vient de la capitale ou de la Guinée forestière, jusqu'à son atterrissage à Dakar. À noter que le virus Ebola sévit depuis quelques mois dans la sous-région. Aujourd'hui présent à Dakar, tous les regards sont tournés vers l'hôpital où est interné le malade. Reste à espérer qu'il soit le seul et dernier cas au Sénégal. Toujours en matière de santé, les agents de santé se montrent souvent frileux à l'idée d'exercer dans certaines localités. C'est ce qui ressort d'une étude effectuée lors d'une réunion du réseau Vision Tokyo. Oui, le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de santé fustige l'attitude de ses collègues. Balo Diatiam demande à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités. Plus de détails dans ce reportage signé Ndeimbo Sessi et Tierno Laurent Mendy. Le constat est là. Plusieurs agents de santé préfèrent rester à Dakar que d'être affectés dans les autres régions du Sénégal. Bon, c'est pas aussi évident que ça. Bon, dans un passé récent, des agents résignés à aller en brousse et souvent même préféré démissionner. Bon, il y a une catégorie qui jusqu'ici aussi souvent pose ces problèmes-là, c'est-à-dire les spécialistes. Le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de santé trouve anormal cette attitude de ses collègues. Quand on est recruté dans la fonction publique, le devoir c'est d'aller travailler en maintenant, disons, de réclamer les conditions de travail, parce que les malades, partout où ils sont, donc les spécialistes doivent les trouver là-bas afin de les soulager, parce que c'est ça, disons, la vocation première. Selon Balo Diatiam, ces agents de santé doivent être au service de la population. C'est à l'État aussi qui a en tout cas formé ces enfants, qui les a éduqués et qui leur a donné toutes les opportunités pour devenir ce qu'ils sont. Donc de les mettre dans des conditions idoines de travail, mais aussi d'avoir aussi à côté aussi, disons, à sanctionner aussi ceux qui en fait réchignent, donc d'aller. À Dakar, comme dans les autres localités du pays, les populations ont les mêmes besoins. L'agent de santé doit faire preuve de responsabilité et mettre en avant l'éthique. Nous parlons de toute autre chose avec les vendeurs établis au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor qui sont fortement affectés par les fortes pluies de ces dernières 48 heures. Bâches, poteaux, ustensiles de cuisine sont entre autres matériaux emportés par le vent. Les vendeurs souhaitent retourner sur leur ancien site qui se trouve au 6S. Maïmouna Ndiaye et Adam Agaï. S'il y a des gens qui sont préoccupés par la pluie, c'est bien ces vendeurs établis au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ils ont subi des dégâts matériels ces dernières 48 heures. Nos ustensiles de cuisine, nos bassines, nos bâches, le vent a tout emporté. C'est la deuxième fois que cela nous arrive. Nous demandons de l'aide, même si la commission ne nous garantit pas cela. Au niveau de la commission, on nous a dit de nous réinstaller, pas plus. Après 2 jours de calvaire, certains vendeurs trouvent une autre alternative. Nous sommes obligés de trouver d'autres bâches parce que cette situation était imprévue. Pour d'autres, l'aménagement du pèlerinage 2013 était plus approprié. Ce lieu n'est certes pas sûr, mais tout ce que l'on peut dire, c'est que le 6S est le lieu idéal pour nous. Parce que l'année dernière, nous n'avions pas tous ces problèmes-là. Nous étions bien traités l'année passée. Même ici, au début, on nous avait réservé un site plus commode. Mais on nous a encore déplacés. Vous l'avez bien remarqué. Les vendeurs se plaignent du côté de la commission au pèlerinage. L'on nous informe que l'objectif visé était de faciliter la tâche aux Oudjadj.
Vous l'avez donc compris, les pluies et vents violents qui se sont récemment abattus sur la capitale ont causé leur lot de désagréments. La distribution en électricité a été affectée dans certains quartiers proches de l'aéroport. D'autres habitations non loin du secteur connaissent également ces mêmes désagréments. La faute en câble volé de la Sénélec. Plus de détails dans ce reportage signé Ibrahima Kamara et Diafaraba. Ouest Foire est l'un des quartiers touchés par les coupures d'électricité. Les populations victimes se plaignent. Depuis 4 jours, nous sommes restés 4 jours sans électricité. Ça ralentit beaucoup nos activités et c'est dur pour nous. La journée nous avons beaucoup de pertes avec les coupures et ça nous empêche vraiment de vendre nos produits. Il va falloir peut-être, comme on a organisé pour l'éducation des assises, se pencher sérieusement sur la question de l'énergie. À la direction du transport de l'énergie de la Sénélec, les explications sont claires. Les intempéries qui ont précédé les dernières pluies dans la région de Dakar sont les causes de ces désagréments. Nous avons eu il y a 2 jours une forte pluie accompagnée de grands vents qui ont fait tomber des arbres et même des habitations. Dans le même état d'esprit, nous avons des poteaux électriques dans les régions et dans la banlieue qui sont aussi tombés. Les poteaux électriques qui sont tombés sont en train d'être remplacés, mais il y en a beaucoup. On a à peu près 200 poteaux électriques qui sont tombés dans les régions de Kaolack, pratiquement toutes les régions du Sénégal. Et nous sommes en train de les réparer et théoriquement d'ici ce soir, on aura réparé pratiquement les 90%. D'autres quartiers aux alentours de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor ont été aussi privés d'électricité à cause d'un vol de câble de la Sénélec. Nous avons eu un vandalisme au niveau de l'aéroport. Nous avons un câble qui traverse l'enceinte de l'aéroport qui a été vandalisé par des inconnus et qui ont coupé le câble. Ce qui fait que hier soir et même aujourd'hui, vous avez des habitants de Yoff, de Cyprès et autres, et même derrière la foire, qui n'ont pas d'électricité. Nous sommes en train de réparer. Un numéro vert est mis à la disposition des populations pour toute réclamation. La direction du transport de l'énergie de la Sénélec rassure qu'il n'y a plus de déficit de production qu'avait connu la société dans le passé. Ibrahima Kamara, alerte rouge dans certains quartiers de la banlieue de Dakar. En effet, les populations Léa cohabitent avec les câbles à haute tension de la Sénélec. Une cohabitation dangereuse en cette période d'hivernage. Dans les quartiers, les enfants sont exposés. Les ménagères sont tentées d'étendre leur linge sur les câbles électriques. Les habitants réclament une délocalisation subventionnée par l'État. Pafaraning, Tierno Laurent Mendy. En cette période d'hivernage, ces populations de la banlieue qui cohabitent avec ces fils haute tension électrique vivent constamment avec le danger. Elles craignent une catastrophe. Parfois, il y a des étincelles. C'est pour cela qu'on ne reste pas longtemps dehors. Mais nous, les Africains, nous aimons vivre avec le danger. C'est pas sûr avec la pluie et les enfants. Un jour, un pigeon a été électrocuté et on avait tous peur. Insouciants, ces enfants jouent non loin des poteaux électriques. Un danger permanent au regard du nombre d'électrocutions ces derniers temps. Les femmes souvent mettent leur linge sur ces poteaux électriques. Un jour, des volatiles ont provoqué un incendie et tout le monde a eu peur. Pendant la saison des pluies, nous nous inquiétons beaucoup pour nos enfants qui jouent souvent sous ces poteaux. Vraiment, c'est très dangereux. Ces populations n'excluent pas l'idée d'une délocalisation subventionnée pour pouvoir vivre sans l'antise de ce danger. L'État avait promis de construire une route et de subventionner les propriétaires, mais on attend toujours. Vous savez, l'État a de grands pouvoirs. S'il veut délocaliser, personne ne peut rien. L'électricité ne rime pas avec l'eau. Il urge de trouver des solutions rapides avant que l'irréparable ne se produise, car mieux vaut prévenir que guérir. Direction à présent les parcelles assainies.e, HLM Grand Yoff, des quartiers où l'odeur des égouts pollue l'atmosphère et indispose les habitants. Alors, ces populations d'Eya vivent en véritable calvaire depuis près d'une semaine. Parmi elles, les restauratrices qui ne voient plus l'ombre d'un client. C'est un reportage signé Adiatala et Alioune Diagne. Il faut se boucher le nez pour traverser certaines artères de Dakar, particulièrement la rue qui mène vers le tour de l'œuf au point E.
Les égouts déversant leur trop-plein, l'odeur désagréable qui se dégage et les eaux sales poussent les passants à se frayer un chemin par tous les moyens. Ce que nous respirons est mauvais. C'est difficile de rester ici pendant une seconde, à plus forte raison une journée. L'odeur qu'on respire n'est pas bonne. On est exposé aux maladies. Nous n'avons pas par où passer pour aller à la mosquée. Nous risquons de nous souiller les habits. Tout le monde est presque malade à cause des eaux usées. Des gargotières et restauratrices établies dans les parages sont obligés de se déplacer et d'autres sont dans l'attente d'un hypothétique client. Les eaux des fosses septiques ne sont pas bonnes, tout le monde le sait. Je suis obligée de remonter un peu. Cela nous porte préjudice et notre sécurité est même menacée. Cette situation nous dérange. Nous aurions voulu qu'ils nous débarrassent de ces eaux sales. Si ça continue comme ça, franchement, les clients vont fuir. C'est difficile de se garer ici sinon tu risques de te salir. À chaque hivernage, Point E, HLM Grand Yoff et Parcelles Assainies vivent le même calvaire d'écoulement des eaux usées qui proviennent parfois même d'autres quartiers où le système de canalisation est défectueux. Parlons à présent de l'élection de Maître Sidiki Kaba à la tête de l'Assemblée générale des États partis de la CPI. Une nomination saluée par son conseiller en communication et le président de la Société internationale des droits de l'homme. Soro Diop n'a pas manqué de préciser que les nouvelles fonctions de Sidiki Kaba n'entachent en rien son rôle de ministre. Koden Ndiaye et Moudou Diop. Le conseiller en communication du ministère de la Justice salue l'élection de Maître Sidiki Kaba à la tête de l'Assemblée générale des États partis de la CPI. Soro Diop estime que c'est un honneur pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. Le président de la République, qui n'a ménagé aucun effort au plan diplomatique pour l'aboutissement heureux de cette candidature. À l'issue du troisième tour du scrutin, le garde des Sceaux a été élu par 21 voix contre 11 pour son adversaire de la Sierra Leone et 2 abstentions. Même sentiment pour le président de la Société internationale des droits de l'homme. Ousseynou Faye considère que le garde des Sceaux a le profit de l'emploi. Nous nous attendons à ce que Sidiki pèse de tout son poids de militant des droits de l'homme et naturellement de toute son influence pour redonner à la CPI cette exigence d'équité dans le traitement des affaires. Sidiki Kaba est jusque-là ministre de la Justice du Sénégal, un poste compatible avec la fonction de président de l'Assemblée générale des États partis de la CPI. Il n'y a pas une incompatibilité entre le fait qu'il occupe la présidence de la CPI et son statut de ministre. Il n'y a pas d'incompatibilité. Maître Sidiki Kaba prend fonction à la CPI en décembre prochain. Il devient le premier Africain à avoir occupé ce poste. Deuxième journée des Assises nationales de l'éducation. Le constat est là, l'enseignement scientifique et technologique en difficulté au Sénégal. Les établissements ne sont pas dotés de moyens techniques. Du coup, les élèves préfèrent les séries littéraires. Le ministre de l'Éducation nationale compte jouer sa partition. C'est un sujet signé Bintouloum et Mohamed Dian. Promouvoir l'enseignement des mathématiques, des sciences et des technologies, une priorité pour le ministre de l'Éducation nationale. La promotion de l'enseignement des mathématiques, des sciences et des techniques est une préoccupation majeure actuellement du système éducatif de notre pays. Cette préoccupation est prise en compte dans le cadre du nouveau programme sectoriel que nous avons qui s'appelle le PAQUET, Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, qui a comme objectif à la fin du paquet, à l'horizon 2025, d'inverser la tendance pour avoir 60% de bacheliers qui sortent des séries scientifiques. Les acteurs de l'éducation réclament plus de moyens pour améliorer la qualité de l'enseignement des sciences et des technologies. Dans tous les pays qui se sont développés, on a mis plus l'accent sur la formation dans les filières techniques et professionnelles. Aujourd'hui, nous pensons que la plus grande rupture attendue dans ces assises, c'est de renverser la tendance. Le manque de spécialistes dans les domaines scientifiques fait que plusieurs métiers ne peuvent être exercés au Sénégal, selon le secrétaire général du CUSEMS.
Lycée Limamlaye qui est en réflexion, il y a par exemple des ouvriers qui n'ont même pas besoin de diplôme élevé pour faire certaines tâches au niveau donc, du bâtiment, et ils ont des difficultés à avoir donc le personnel nécessaire pour le faire, si bien que l'entreprise est en train de sous-traiter. Alors que ces filières-là, on peut les former dans ce pays. Améliorer l'accès et la qualité de l'éducation des sciences et des technologies, le point de départ d'un Sénégal émergent. Bintouloum, merci. Massey Ferguson et TSE lance le plan Vision of the Future, en partenariat qui vise la mécanisation de l'agriculture. Cheikh Amar, le directeur de TSE, se réjouit du protocole qui permettra de développer l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. Je vous propose de suivre le représentant de Massey Ferguson et Cheikh Amar, des propos recueillis par Pape Ngagne. Cet événement, donc Vision of the Future, est un événement qu'on veut être mondial. C'est-à-dire qu'on invite des clients, mais aussi des agriculteurs qui ne sont pas clients encore de la marque, pour partager avec eux notre vision de ce que sera le système du machisme agricole de demain. Et maintenant j'arrive au Sénégal, qui est un pays qui en termes d'agriculture est un pays riche, qui a de l'eau, et ça c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'au Sénégal, la vision ce serait de pouvoir vraiment exploser notre part de marché là-bas et de pouvoir faire en sorte que la mécanisation prenne place. Et vous savez qu'il y a beaucoup de programmes en place, notamment dans le cadre des Maïs Alimentos pour le Sénégal, et nous aimerions prendre part à ce développement. TSE a été retenu pour être l'agent qu'il doit mettre en place une partie de ce contrat Maïs Alimentos. Donc voilà, donc on compte sur eux, et je vois Sérigné qui n'est pas très loin de moi, on compte sur eux pour développer nos affaires, tant en tracteurs qu'en moissonneuses-batteuses sur ce marché. En tant que distributeur de Massey Ferguson au Sénégal, j'étais invité parce que Massey Ferguson nous présentait ces nouveaux tracteurs qui vont créer pour réduire par exemple la capacité de consommer du gasoil, nous expliquer les puissances des tracteurs, quel sol il faut, tout ça. Donc c'est pour ça que j'étais venu, ils m'ont invité. Ils ont invité beaucoup de paysans. Ils s'engagent aussi à nous assister vraiment pour qu'on puisse vraiment développer la mécanisation au niveau de notre pays. Voilà, des propos recueillis par Hamza Diallo et Pape Ngagne. À présent, le dossier du jour, le dossier culture du vendredi, donc, qui porte aujourd'hui sur le Théâtre National Daniel Sorano. Léa, ce premier bijou culturel du Sénégal, aura 50 ans en 2015. Le Ballet National La Linguère, l'ensemble lyrique et la troupe dramatique sont les trois composantes de cette compagnie créée par feu Léopold Sédar Senghor. Malheureusement, le théâtre n'est plus ce qu'il était, délaissé au détriment du grand théâtre. C'est le dossier du jour. Il est signé Fatima Taba, Diafaraba et Alioune Diagne. Créé en 1965 par l'ancien président Léopold Sédar Senghor, le Théâtre National Daniel Sorano est composé de trois troupes. L'ensemble lyrique traditionnel, le ballet La Linguère et la troupe nationale dramatique. Trois structures pour un objectif bien défini. C'est une institution qui a été créée en 1965 en préparation du Festival mondial des arts nègres de 1966. Donc ça devait être un espace qui répondait aux normes techniques internationales, car Senghor voulait répondre à ceux qui disaient que l'Afrique n'avait pas de culture. Une troupe de danse qui répondait aux ballets occidentaux, dont la référence était l'excellence et la qualité, mais aussi un ensemble lyrique qui répondait aux orchestres musicaux européens, en plus d'une troupe dramatique qui reprenait les classiques, mais aussi le théâtre historique. Les artistes membres de ces troupes sont des fonctionnaires de l'État. Ils accompagnaient partout le président poète. Le président Senghor a bien vu, hein. C'était d'abord un président culturel, ensuite il s'est appuyé sur la culture à mon avis, parce qu'on a été avec lui un peu partout dans le monde. On faisait les premiers pas, il venait nous rejoindre. Les années passent, les trois troupes se font rares. Le personnel perçoit toujours son salaire, mais ne bénéficie plus de beaucoup de privilèges. Sous l'ère Léopold Sédar Senghor, on avait beaucoup de contrats, on voyageait beaucoup, et avec nos primes et autres, on ne touchait même pas au salaire à la fin du mois.
Le Grand Théâtre a en quelque sorte participé au déclin de la compagnie nationale. On a des artistes de qualité qui sont issus des mêmes familles et des mêmes formations. Mais ce sont les missions que l'État gagnerait à redéfinir par rapport aux besoins. On n'est plus en 1965. Aujourd'hui, il faut aider Sorano en le dotant de moyens logistiques modernes. Quand on parle de Sorano, c'est le produit. C'est ça. Maintenant, c'est le produit qui manque, qu'on le dise. Moi, je suis né tout le Sénégal à la recherche d'un produit ou bien à la recherche de nouveaux talents. Ce théâtre, qui porte le nom d'un métis sénégalais, Daniel Sorano, compte 1200 places. Un patrimoine culturel qui mérite d'être modernisé afin de promouvoir la culture sénégalaise. Voilà donc la page des sports que nous démarrons avec du basket. Les Lions du Sénégal qui ont tenu leur première séance d'entraînement à Séville. Les hommes de Chersar se sont donnés à fond pour bien aborder leur premier match de ce mondial. Ce sera face à la Grèce. Des détails avec l'envoyé spécial de GFM, Boubacar Cambeldien. Ils sont déjà dans leur match, leur première sortie à la Coupe du Monde samedi contre la Grèce. Ils, ce sont les Lions du basketball sénégalais. À l'entraînement ce jeudi au Stadium olympique de Séville, dans la région d'Andalousie en Espagne, ils ont bien mouillé le maillot. Conscients de la valeur et de la qualité de l'adversaire grec, les coéquipiers de Mohamed Faye sont persuadés que c'est un match difficile qui les attend. Idem pour les membres du staff technique. Il y a un bon état d'esprit. Et vous savez, Mohamed Faye joue en Grèce. Je pense qu'il reçoit beaucoup de messages de ses coéquipiers, beaucoup de gens qui jouent avec lui et tout ça. Bon, voilà, donc lui, il nous transmet souvent les messages là. Il nous dit, oui, cette personne a dit ça. Je pense que notre niveau de motivation est très élevé. Les partenaires de Gorgui Sidien, le seul de la troupe qui évolue en NBA aux États-Unis, ont un grand défi à relever samedi. Battre l'une des meilleures équipes de basketball masculin actuellement au monde et débuter en trombe. Le mondial, difficile mais pas impossible. Il suffit juste d'y croire. Lorsqu'on est considéré comme un outsider, quand tu vas là-bas, tu vas défendre tes chances grandement. Et je pense que les joueurs l'ont compris. L'entraînement s'est très bien passé. Ils avaient envie de travailler ensemble, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. Donc, ce que je peux dire sur le chemin de la Grèce, c'est qu'il n'y a rien qui est joué d'avance. Sachant quand même c'est une très bonne équipe contre laquelle on va jouer. Mais au départ, on sent qu'on a envie de faire de grandes choses. Tout est histoire d'objectifs. On a des objectifs à chaque carton et on va essayer de les respecter sur le plan défensif. Et on verra ce que ça va donner. Ensuite, on a des joueurs quand même qui ont envie de prouver, qui méritent le statut, quoi. À cette Coupe du Monde de basketball masculin, les Lions décident de défendre dignement les couleurs sénégalaises. Ils démarrent cette mission ce samedi contre la Grèce à 20h à Séville. Match d'ouverture du Sénégal avant d'affronter d'autres grosses cylindrées dans la poule B comme l'Argentine, la Croatie ou encore Porto Rico. Toujours avec cette Coupe du Monde de basketball, les Lions risquent de ne pas avoir beaucoup de supporters derrière eux. Les ressortissants sénégalais pourraient ne pas avoir les moyens de faire le déplacement à cause de la crise économique en Espagne, d'où l'appel de leur porte-parole à l'endroit des autorités. Aristide Gomis est au micro de notre envoyé spécial à Séville, Boubacar Cambeldien. On s'organise à travers des informations, des sensibilisations et informer tous nos compatriotes que c'est l'équipe nationale qui se déplace, c'est le plus Sénégal qui se déplace, donc pour venir les soutenir. C'est pas facile parce qu'on sait qu'avec la crise économique et aussi avec la période, parce que ça coïncide avec la période où certains sont en train de travailler, de vendre, et ça ne sera pas facile. Mais il y a certains qui sont prêts à venir soutenir l'équipe, avec si aussi à partir des autorités, on a certains moyens qui peuvent nous aider à pouvoir bien supporter l'équipe nationale. Il nous faut des billets pour assister au match. Et aussi, si on peut avoir des moyens de déplacement
Parce qu'il y a certains qui viennent des villages lointains, il y a certains qui peuvent faire de 100 jusqu'à 150 km en parlant des immigrés qui habitent vers la zone de Huelva, qui ne sont pas de Séville et qui sont prêts à venir soutenir l'équipe. Ils se sont déjà mobilisés. On compte mobiliser selon les moyens qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire tous les Sénégalais venez et après on n'a pas les moyens, donc ça sera un problème pour l'entrée. Donc nous, ce qu'on préfère, on regarde selon les moyens qu'on a et on mobilise les gens. Et puis Dakar Sacré-Cœur fait sa toilette. Le centre de formation a acquis une nouvelle pelouse synthétique, une manière pour Dakar Sacré-Cœur, aussi pensionnaire de la Ligue 2, de fructifier ses activités et de faire face aux exigences économiques du football professionnel. Je vous propose d'écouter plutôt ce reportage signé Abdul Aziz Khan et Maria. Dakar Sacré-Cœur fait peau neuve. Le centre de formation vient de se doter d'une nouvelle pelouse synthétique pour mieux améliorer son offre sport-loisirs. C'est une pelouse, j'irais, qui est de toute dernière génération, avec première particularité comme le terrain du haut, qui est très apprécié de tous les fans de ballon rond à Dakar. C'est une pelouse souple en haut. Ils vont être, j'irais, admiratifs quand ils vont venir sur la pelouse du bas, puisqu'on a mis un nouveau produit en couche de souplesse. Cette nouvelle acquisition est aussi une manière de faire face à l'environnement économique du football professionnel. C'est un projet qui date de 2 ans. On a eu beaucoup de mal pour le réaliser. On l'a créé tout simplement pour pouvoir accentuer nos activités football-loisirs qui aujourd'hui sont cruciales pour la survie de notre club. On est un club professionnel, mais un club professionnel au Sénégal en 2014, pour survivre, il faut se gratter la tête et trouver des solutions. Spécialiste des pelouses, Mathieu Chupin, qui a participé à l'entretien du terrain de Léopold Sédar Senghor, pense qu'il est temps que tous les terrains au Sénégal soient dotés d'une bonne pelouse. Il faudra à ce moment-là qu'il y ait vraiment au plan national, au niveau de l'État, une volonté de lancer un vaste plan Marshall pour le sport. Et bien sûr, le sport, ça commence par les infrastructures. Les infrastructures, effectivement, à terme, il faut absolument que le championnat professionnel se déroule sur des pelouses. C'est fondamental. Mais pour ça, il faut bien sûr un accompagnement de l'État, des collectivités locales. Il faut encourager les investisseurs privés à financer, à venir dans le sport. Et tout ceci, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. À Dakar Sacré-Cœur, désormais, il n'y a plus de gazon naturel. Une situation logique selon le président quand on sait que presque tous les stades au Sénégal sont dotés d'une pelouse synthétique. Abdulaziz Khan, merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci Chartidiane. Et bon week-end. À toi également. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h pour le bulletin. Et puis tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Khalifa Diakhaté dans son émission Jack Carlo. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.